Donc, bonjour à tous ceux qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes au 7e café rencontre de la FIO et exceptionnellement aujourd'hui nous le faisons jeudi au lieu du vendredi traditionnel parce que nous avons dû accommoder notre planning pour être en accord et en harmonie avec celui de Fama et de Hermite. Bonjour Fama, bonjour Hermite, c'est avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Donc, nous avons plusieurs participants qui sont là, merci encore d'être là. Donc, juste pour dire un mot encore sur la FIO, comme à chaque fois, c'est la FIO, on accompagne les femmes immigrantes dans la région de l'Outaouais, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous. Donc, le Covid n'est pas un frein. Notre téléphone est toujours ouvert, vous pouvez nous appeler, vous pouvez aussi nous envoyer des mails et nous sommes là pour vous répondre. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale. Pourquoi la santé mentale? Parce qu'avec le Covid, on s'est rendu compte que plusieurs personnes ont pu ressentir ou ont ressenti ou ont des personnes avec eux qui ont ressenti de l'anxiété plutôt, du stress, un peu de perturbation. Il a fallu rester seul avec sa famille et tout ça n'a pas été facile à gérer. Il y en a qui l'ont très bien géré, parfait, mais il y en a pour qui ça a été vraiment difficile. Donc on s'est dit à la FIO, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas parler de notre santé? C'est quelque chose dont on ne sait pas compte. On s'occupe de notre corps, on s'occupe de notre environnement, de notre travail, mais la santé mentale, qu'en est-il? Où est-ce que nous en sommes? Et si jamais on était confronté à ça, et qu'on avait une personne de notre entourage confrontée à ça, comment est-ce qu'on l'aide cette personne? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille Fama et Hermite. Je vais les laisser se présenter et on va suivre pendant les 30 premières minutes leur présentation sur ma santé mentale compte et ensuite ce sera la période de questions-réponses. Donc encore une fois, pour les règles, c'est pendant toute la présentation, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez suivre et en même temps, je vais pouvoir récupérer les questions soit dans le chat, soit dans la partie Q&A, questions et réponses. Et après, on va pouvoir les poser à Fama et à Hermite. Donc, bonjour Fama, bonjour Hermite. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Fama, je suis une étudiante à la maîtrise en neurosciences à l'Université de McGill. J'ai cofondé My Mental Health Matters, ma santé mentale compte, avec mon amie Hermite, qui est l'autre conférencière. Moi, j'aspire vraiment à utiliser les connaissances que j'ai acquises durant mes études pour créer des changements positifs. Parce que c'est souvent des choses que j'apprends qui peuvent être vraiment utiles au niveau pratique, mais que j'utilise plus dans le cadre académique ou dans le cadre de la recherche. Outre ça, j'aime jouer au basketball et au CrossFit. Donc, bonjour tout le monde, moi je me présente, je m'appelle Hermite. Donc, je suis étudiante en génie mécanique à l'Université Concordia. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, j'aime encourager les jeunes filles à poursuivre des études dans le domaine des sciences, donc plus ou moins apparenté au génie, mais aussi, j'aime aussi encourager et sensibiliser les jeunes de ma communauté par rapport à la santé mentale. À part de ça, bien, j'aime jouer au volleyball et j'aime regarder des vidéos sur le maquillage. Donc, ma Mental Health Matters, en fait, c'est un organisme que Fama et moi, on a créé il y a à peu près 2 ans. Donc, notre but premier, en fait, c'était vraiment de sensibiliser les jeunes de notre communauté, donc vraiment les jeunes racisés, les jeunes marginalisés par rapport à la santé mentale et en même temps déstigmatiser le tabou par rapport à ce sujet-là. Donc, comment on a fait ça, en fait, c'est que, premièrement, on avait fait un projet qui s'appelle le Vox Pop, en fait. Donc, ce qu'on avait fait par rapport à ça, c'était on avait interviewé comme une dizaine de jeunes et on leur avait posé plusieurs questions selon leurs connaissances sur la santé mentale, ce qu'ils en pensaient, s'ils connaissaient certaines définitions, etc., etc. Puis par après, en fait, ce qu'on fait plus quotidiennement, c'est qu'on publie des publications sur nos pages Instagram et Facebook. Donc encore là, le but premier, c'est vraiment de sensibiliser et d'encourager les gens à aller rechercher de l'aide s'ils en ont besoin. Et aussi, on a participé à des conférences comme celle-ci pour pouvoir encourager les gens en fait à s'ouvrir par rapport à leurs problèmes, mais aussi à, encore une fois, les éduquer et les sensibiliser par rapport à la santé mentale. Avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, on aimerait ça commencer avec cette citation de Oliver Sacks qui dit « Si un homme a perdu un œil ou une jambe, il sait qu'il a perdu il s'est perdu lui-même. Il ne peut le savoir parce qu'il n'est plus là pour le savoir. » En fait, cette situation, on trouve que ça illustre bien la santé mentale et la complexité de celle-ci comparativement à la santé physique. Donc, c'est un peu plus difficile pour la santé mentale de comprendre c'est quoi et de se l'imaginer. Très bien.
Donc, avant de commencer en fait, avant de vous donner comme la définition de ce que c'est la santé mentale, on aimerait connaître votre avis là-dessus. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi la santé mentale, comme la définition ici? Donc, pour avoir la définition de la santé mentale, qu'est-ce que vous suggérez? On fait un petit quiz sur le chat pour que chacun donne Oui, son vous pouvez avis. répondre sur le chat. Oui, on prend sur le chat, oui, désolée. Parfait. Ernest, tu peux Donc, cliquer sur la prochaine diapo. OK, c'est bon, parfait. Voilà. Ben non, précédent. Président, excuse-moi. Ouais. c'est à vous. La santé mentale, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez écrire vos réponses sur le chat et je vais les relayer au fur et à mesure. OK. Si vous n'avez pas de réponse aussi, c'est correct. Là, il n'y a pas de quoi. Donc, On a une réponse qui dit l'équilibre entre ses émotions. oh, nice, c'est bon. Une très bonne Bonne définition. réflexion. C'est bon. Il y a des réponses. Il y a Marie Oui. qui dit que la santé mentale, c'est l'équilibre entre ses pensées et ses émotions. Oui. On a une deuxième réponse qui dit la santé mentale, c'est le bien-être psychologique. Ouais. D'autres réponses? C'est bon, parfait, merci. Donc, c'est vraiment tous ces sont des bonnes réponses. Mais aussi, on voulait vous partager en fait la définition de l'Organisme mondial de la santé. Donc, ça dit, en fait, la santé mentale, c'est un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, la santé mentale, c'est pas juste comme, c'est un peu comme vous l'avez abordé pour les participantes, là, comme c'est un équilibre aussi, comme un équilibre de santé mentale, excusez-moi, mais aussi, c'est pas juste comme, ça revient pas juste comme un handicap, en fait. C'est aussi comme le bien-être, en fait. Ensuite, la maladie mentale. Donc, la maladie mentale, au contraire de la santé mentale, en fait, c'est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions et ou du comportement qui reflète un trouble biologique, psychologique ou développemental des fonctions mentales. Donc, contrairement à la santé mentale, quand on parle d'une maladie mentale, c'est là qu'on vient parler d'un dérèglement, d'un handicap, en fait, qui empêche quelqu'un de fonctionner normalement, en fait. C'est ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un continuum. On peut vraiment fluctuer de façon à être en bonne santé et être malade de la même façon qu'on peut être entre les deux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fluctue selon l'intensité. Ça peut être vraiment ça peut être vraiment en très bonne santé ou très mauvaise santé. C'est vraiment quelque chose qui varie en intensité. On peut être en bonne santé, avoir une humeur normale, être calme et faire les choses sans être stressé. On peut être aussi, sinon réactif, être un peu irritable, être un peu sur les nerfs ou triste et ébranlé. Sinon, on peut être blessé, on peut avoir de la colère, de l'anxiété, être triste et désespoir, sans toutefois être malade. Dans le cas aussi où est-ce qu'on peut être malade, c'est avoir des crises de colère, avoir de l'anxiété excessive, panique, avoir des pensées suicidaires. C'est là où est-ce qu'on va vraiment plus parler de santé, de maladie mentale, comme on l'avait vu précédemment dans la définition. Mais en ce qui concerne la cause des troubles mentaux, ce qui est vraiment important, c'est de savoir que c'est des causes qui sont multifactorielles. Il peut y avoir plusieurs causes et c'est parfois difficile d'isoler la seule cause pour dire que c'est ça qui a vraiment causé le trouble mentaux. Il peut y avoir des facteurs socio-environnementaux, exemple l'usage de drogue et alcool, avoir des complications lors de la grossesse ou de l'accouchement qui fait en sorte que l'enfant va développer certains troubles mentaux. Il peut y avoir des événements de la vie de tous les jours qui causent ça, ou bien une pression de performance, autant au sport ou bien au travail. On voit souvent les épuisements professionnels qui sont causés par trop de pression au travail. Puis il peut y avoir aussi l'insuffisance de soutien. Par exemple, si notre entourage ne nous encourage pas dans ce qu'on fait, ça peut être parfois difficile, puis ça pourrait, par exemple, mener à une dépression ou de l'anxiété. Il peut y avoir aussi des facteurs qui sont biologiques, c'est-à-dire des erreurs génétiques ou des anomalies du cerveau qui font en sorte que certaines aires cérébrales, par exemple, ne fonctionnent pas nécessairement, puis un trouble mental en résulte.
Maintenant, il y a les principaux troubles de santé mentale. Donc, en premier, on a les troubles anxieux. Donc, quand on parle de l'anxiété généralisée. Ensuite, il y a les troubles de l'humeur, tels que la dépression, les troubles alimentaires, tels que l'anorexie, la schizophrénie, les troubles d'apprentissage, comme la dyslexie, et les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Donc, ça, on peut penser au PTSD, en fait. Donc, euh, ça, c'est vraiment comme quand disons qu'on a des périodes de stress par rapport à un événement comme traumatisant vécu auparavant. OK. Maintenant, on vous a présenté une petite capsule pour illustrer toute la complexité de la santé mentale. Ça, c'est une capsule qui illustre une jeune femme qui est arrivée à l'urgence. Elle avait 16 ans. Elle décrit que ça fait 2 heures qu'elle a commencé à manquer de souffle. Son cœur bat vraiment fort. Elle a l'impression qu'elle va s'évanouir. Puis, elle a sué vraiment intensément. Elle a l'impression de perdre le contrôle. Puis, elle mentionne qu'elle n'a jamais eu de problème de santé avant et que, par contre, son père est décédé l'hiver dernier d'une crise cardiaque. Maintenant, on vous demande à vous, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être une maladie cardiaque congénitale, un crise d'asthme, un trouble anxieux ou une excuse pour ne pas remettre son devoir? Vous pouvez écrire la lettre que vous pensez que c'est en commentaire. On a Michaela qui dit C. Maryse aussi qui dit C. Et j'ai vu Jocelyne, Léonie. OK, donc tout le monde s'entend un peu pour que ce soit la réponse C. Par contre, ça peut être difficile de se prononcer sur un cas comme ça parce que, comme je disais plus tôt, il y a plusieurs causes à un trouble de santé mentale, c'est multifactoriel. Le fait qu'il ait un antécédent dans sa famille de crise cardiaque, ça pourrait peut-être être une maladie cardiaque qui fait en sorte qu'il ait ça. Mais tous ces symptômes correspondent vraiment à un trouble anxieux, par exemple une crise de panique qu'elle est en train de subir. Donc, pour vraiment confirmer ça, il faudrait faire plus d'analyses, plus de tests pour vraiment confirmer ça, mais c'est très possible que ce soit un trouble anxieux aussi. Donc, maintenant, on va vraiment parler on va vraiment mettre l'emphase en fait sur ce que c'est de prendre soin de soi. Donc, avant de rentrer vraiment comme dans le vif de ce sujet-là, on voulait vous présenter en fait la citation qu'on a mise sur notre site web, qui est de Oscar Wilde, qui dit: S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera. Donc, de la même manière qu'on prend soin d'une plante, il faut l'arroser, il faut lui donner du soleil, il faut lui donner de l'amour, c'est la même chose pour nous aussi. Donc, quand on parle de prendre soin de soi-même, c'est pas juste genre, on reste assis là, puis on fait rien, puis on espère que tout va bien, mais au contraire, il faut prendre le temps de se nourrir des bienfaits, en fait, pour en bénéficier, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Donc, prendre soin de soi, pardon, c'est une pratique qui consiste tout simplement à s'assurer de son bien-être, autant sur le plan émotionnel que physique. Et c'est pas non plus, c'est pas juste quelque chose qu'on fait une seule fois, c'est vraiment un style de vie. Donc, on ne veut pas juste ça une fois de temps en temps, genre, j'allais faire l'épicerie aujourd'hui, puis je remets ça pour dans 2 semaines. Non, c'est vraiment quelque chose qui est constant et qu'on doit apprendre en fait à développer et développer aussi un style qui nous plaît pour pouvoir, disons, en bénéficier. Donc, on voulait vous poser en fait comme question, quelles sont vos astuces à vous pour prendre soin de vous? Donc, mesdames, c'est à vous le clavier. Quelles sont vos astuces pour prendre soin de vous? La marche, la méditation. Ouais, c'est des bonnes choses. Et vous, Karine, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Ouais, bonne question. C'est une bonne question. Écoute, moi, pour prendre soin de moi, déjà, j'assume, mais le sport, moi, je ne fais pas du sport. C'est correct. Moi, je ne fais pas du sport. Par contre, j'aime bien me coucher et regarder le plafond. C'est bizarre, mais ça me marche. Ouais, Juste c'est de une forme de rester méditation. comme ça et de penser. D'écouter de la musique aussi, c'est quelque chose qui me marche énormément. Ouais. Qui me marche Ça, c'est une très énormément. bonne Et chose. puis, de jardiner, là, c'est vraiment le top. Ça me déstresse, mais à un point.
J'adore les plantes, j'adore jardiner. Je profite pour donner les réponses que j'ai sur la partie Q&A. Il y a le sport, la détente, jardiner pendant l'été, bien dormir, manger santé, faire des exercices physiques, le yoga, le sport, le soin du corps, jardiner, voilà. Ouais. Bien manger, se faire plaisir, se maquiller si on aime ça. Wow, j'aime bien. Le stress, le plutôt, rencontrer ses amis, prendre du temps pour soi-même et pour voyager, la méditation. Voilà, il y a plein de réponses qui arrivent. Ouais. C'est bon, c'est vraiment bien. Nice. Nice, c'est bon. On a Léonie qui dit, moi, je ne pense pas que même si tu prends de soi, juste un bouleversement peut tout gâcher. Puis elle dit que j'aime beaucoup préparer. Ce que je répondrais à ça, c'est que c'est vrai qu'un bouleversement peut tout gâcher, mais le fait de prendre soin de soi, je pense que ça atténue un peu plus la situation. Tu te sens moins bouleversé. Puis avec le temps, le bouleversement part avec les façons de prendre soin de soi. Ouais. All right. OK. Maintenant, on va vous proposer quelques façons de prendre soin de vous. Il y a des façons de le faire au niveau émotionnel et au niveau physique. On va commencer par le niveau émotionnel. Une activité, un exercice qui est vraiment simple à faire, c'est de prendre une feuille de papier ou bien utiliser votre téléphone, la partie note, et écrire 10 de vos qualités, 10 choses que vous aimez chez vous et prendre cette feuille-là et l'accrocher quelque part que vous regardez, où est-ce que vous regardez souvent, exemple le mur, sur votre mur de salle de bain ou dans votre chambre, et vous allez le revoir à chaque jour et c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une image positive de vous et remonter votre estime de soi. Si c'est sur votre téléphone que vous l'avez fait, vous le mettez comme fin d'écran et vous le voyez tous les jours et inconsciemment, ça fonctionne et vous pouvez avoir une meilleure estime de vous. L'autre chose, c'est être égocentrique, c'est-à-dire être un peu plus égoïste dans ce que vous faites, c'est-à-dire de faire des choses qui vous rendent heureux pour vous, de toujours mettre votre bonheur avant celle des autres. Parce que parfois, on priorise toujours celle des autres, puis ça finit un peu par ne pas être bénéfique pour nous et c'est ça. Ensuite, vous pouvez vous déconnecter des réseaux sociaux parce que parfois, ça peut être un peu overwhelming, un peu lourd. Donc, le fait de prendre une pause des réseaux sociaux, des courriels, parce qu'il y a aussi l'anxiété de devoir toujours répondre à des courriels le plus rapidement possible. Ça, c'est une chose. La fin de semaine, c'est votre journée de vacances, c'est vos 2 jours de pause. Vous n'avez pas besoin de répondre à des emails, ne pas être stressé à ça. Puis, juste prendre du recul par rapport à ça. Aussi, faites du ménage. Le ménage, ça aide beaucoup à être organisé. Un environnement qui est propre, organisé, ça aide à être plus serein, à réduire les angoisses. Donc, c'est ça. OK. Ensuite, le dernier point, c'est vraiment se débarrasser de toute négativité. Les pensées négatives, avoir des personnes qui sont négatives, il faut vraiment, comment on appelle ça, get rid of it, s'en débarrasser le plus possible parce que ça vous permet de mieux vous concentrer sur vous et faire place à la positivité. Maintenant, on va parler au niveau physique, comment on peut prendre soin de soi. Donc, premièrement, comme plusieurs d'entre vous l'avez mentionné, c'est de faire du sport. Donc, faire du sport, en fait, non seulement c'est bien comme physiquement dans le sens pour rester en santé, mais aussi ça vous aide à sécréter des endorphines, ce qui réduit le stress et par la même occasion, vous aide à être beaucoup plus serein. Donc, on vous encourage à le faire, que ce soit, ça peut être vraiment n'importe quoi, que ce soit juste aller prendre une marche, c'est comme de l'exercice et tout. Ça fait du bien et ça vous permet de vous sentir beaucoup, beaucoup mieux après. Par après, il y a adopter une alimentation qui est saine. Donc, comme on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Donc, pour que notre esprit soit sur la bonne longueur d'onde, on peut dire, c'est important aussi de bien nourrir son corps des nutriments dont il a besoin. Donc, vous pouvez vous amuser à cuisiner vos propres repas, vous organiser, essayer de nouvelles recettes que vous voyez sur les sites Internet et tout. Comme, soyez créatif et vraiment comme, essayez de vous amuser comme avec la nourriture aussi, ça fait du bien. Par après, il y a les techniques de respiration. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous en avez déjà entendu parler ou vous l'avez déjà peut-être essayé. Donc, c'est vraiment juste de s'asseoir et de prendre vraiment des grandes respirations. Donc, on inspire et on expire après. Donc, à ce moment-là, ça fait du bien. Vous pouvez vous asseoir dans votre chambre,
sur une chaise qui vous fait du bien, sur le balcon, anywhere. Comme juste asseyez-vous, prenez le temps de respirer et de juste comme décompresser. Comme littéralement pendant ce moment-là, genre juste arrêtez de penser à ce qui vous stresse ou bien whatever et puis comme juste prenez le temps de vous concentrer sur vous-même. Puis en faisant ça, en fait, ça vous aide à stabiliser votre rythme cardiaque, mais aussi ça vous aide à non seulement à être moins stressé, mais aussi à essayer de passer à autre chose et aider à vous mieux vous concentrer en fait par après. Par après, il y a rire. Donc, rire, c'est important. Donc, que ce soit en regardant une émission qui vous fait rire, en lisant, en côtoyant des amis qui ont toujours des bonnes blagues à raconter et tout. Comme juste ça, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous avez vraiment ri à plein poumon, mais si vous vous rappelez après le feeling que ça fait après, c'est vraiment comme, like, it was good. Comme, juste des moments comme ça fait du bien aussi. Donc, prenez le temps de rire puis de relaxer tout ça. Et par après, il y a dormir. Donc, dormir, c'est important. Je sais que ces temps-ci, au cours des dernières années, je sais que c'est vraiment difficile d'avoir comme un cycle de sommeil régulier de 7 à 8 heures par nuit. Mais quand même, on l'encourage vraiment beaucoup parce que quand vous reposez bien et que vous reposez de façon régulière et de manière constante, mais ça vous aide à être beaucoup plus productif, puis ça vous aide à être beaucoup plus serein, en fait, pour le reste de la journée que vous devez accomplir comme le lendemain. Si jamais c'est vraiment pas possible de pouvoir faire comme 7 à 8 heures par nuit, bien, au moins prenez le temps durant la journée pour faire une sieste ou juste vous asseoir et vous décompresser. Puis, on a maintenant... tu veux y aller, Fama? Oui. Maintenant, on a un petit challenge, un petit défi pour vous de prendre soin de soi sur 7 jours. C'est un document que Karine va vous envoyer après. Donc, on vous met au défi de prendre soin de vous pendant 7 jours et de noter ça. Par exemple, le lundi, vous pouvez faire de l'exercice pendant 30 minutes, 1 heure. Le mardi, faire un bain de soleil, c'est-à-dire profiter du soleil à l'extérieur, vous faire bronzer. Le mercredi, vous pouvez nettoyer votre chambre, nettoyer un espace. Le jeudi, être plus créatif, faire des dessins, faire de la peinture. Le vendredi, faire du yoga. Et le vendredi, maximiser votre temps de sommeil, par exemple. Puis, vous pouvez inscrire aussi dans cette partie ce dont vous êtes le plus fier durant la semaine et comment vous vous sentez. Oui. Ouais. Juste pour vous rappeler, ça, c'est vraiment juste comme un exemple de ce que vous pouvez faire. Il y a rien qui vous empêche de le recréer à votre image, d'y aller comme peut-être des journées différentes pour essayer peut-être le sport, les bains de soleil et tout. Donc, c'est libre à vous. Mais c'est vraiment juste pour pouvoir vous encourager et vous donner un petit comme guideline sur comment bien prendre soin de vous, comme une semaine typique, à quoi ça devrait ressembler en fait. Voilà. Je voudrais juste interrompre, Fama et Ernie, vous interrompre sur ce challenge que vous souhaitez qu'on fasse. Juste une question. Par exemple, quand vous dites « vas-y, bouge », comment je bouge? Je suis à la maison. Vous pouvez faire de la marche d'or. Faire une marche d'or, c'est bouger. Regarder des vidéos sur YouTube qui montrent comment faire de l'exercice. Faire du vélo. Le vélo, c'est une très bonne... Pardon? Quand j'ai des petits-enfants, qu'est-ce que je fais? On peut marcher avec eux. Oui. Okay. Ouais. Vous les incorporez dans la routine. Ouais. Et le jeudi, soyez créative. Franchement, qu'est-ce que je suis censée faire pour être créative le jeudi? Faire du dessin, aller faire de la peinture, les peintures à numéros, par exemple. Ça peut être décorer sa chambre. Ça peut cuisiner. Oui, cuisiner aussi, c'est une façon d'être créative. Faire un gâteau, faire du pain. Ça, c'est très à la mode ces jours-ci, les gens qui font du pain. Donc, non, mais c'est ça. C'est vraiment juste de développer son côté créatif. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui a rapport nécessairement avec l'art, mais c'est juste si on n'est pas habitué d'être créatif peut-être dans notre domaine d'études ou notre domaine de travail, c'est une manière d'aller découvrir comme de nouveaux horizons. Ouais. Ce serait faire quelque chose de différent. Ouais. Et le vendredi, je respire. Mais je respire tous les jours. Prendre du temps pour respirer, plus que d'habitude. Exactement, de relaxer. Ça peut être de s'asseoir, regarder un bon film avec un verre de vin à la main. Like anything that makes you feel like comfortable. Relax. Parfait. Je pense que je vais mettre un challenge. Je vais suivre ce challenge-là avec nos participants et puis je vais essayer de leur demander tous les jours qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait. C'est bon. C'est bien parce qu'à la fin, on pourrait partager avec tout le monde les diverses idées de l'audience. Exactement. Et que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas d'idée vont se dire waouh, ok.
On va s'y mettre. Ouais. L'autre semaine d'après, vous avez des nouvelles choses pour prendre soin de soi. Exactement. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions? La présentation est terminée. Oui. Merci Sama, merci Ernie. J'ai essayé de pousser un peu pour récupérer des idées de chez vous par rapport au challenge. Je vais leur envoyer le challenge et puis je vais essayer de suivre. On est sur Facebook tous les jours. Je vais leur mettre la pression tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour qu'on voit si on est. Oui, il faut partager les idées. Merci à vous. On est dans les temps. On vient de faire L'autre les slide 30 dernier. minutes. On vient de faire les 30 minutes. Donc, par rapport aux questions, j'ai déjà une liste là. Alors, la première question, elle vient d'une maman. Elle dit, j'ai une question qui concerne les mamans et leur santé mentale. Est-ce que le télétravail, quand c'est possible, pourrait être une solution pour diminuer le stress des mamans d'enfants de jeune âge? Et elle donne comme exemple adaptation de la garderie en retour de congé de maternité, éviter le stress et la perte de temps, le trafic plutôt, et la perte de temps stressante, les contraintes liées aux obligations des femmes immigrantes, c'est-à-dire les exigences de la famille frappent à chaque culture, de devoir s'absenter en cas de maladie de l'enfant. Est-ce que, avec tout ça, on rencontre le télétravail, si c'est possible encore, ne serait pas une solution? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Donc, juste pour être sûr, elle veut juste savoir comme, grosso modo, sa question, c'est vraiment comme, est-ce que le télétravail, c'est une bonne idée pour elle si elle veut rester comme, disons, bâtir une bonne relation avec ses enfants. C'est ça, si je comprends bien? Donc, et aussi s'occuper de sa santé mentale, puisqu'on parle de santé mentale. Oui, OK. Bien, bon, moi, personnellement, je ne suis pas une maman. Donc, je ne sais pas c'est quoi exactement comme prendre soin des enfants en bas âge comme sur une base quotidienne. Mais sincèrement, moi, je trouve que, tu sais, être en télétravail, parce que moi, personnellement, je suis en télétravail aussi, je trouve que c'est bien dans le sens que, comme elle l'a un peu souligné, c'est moins stressant d'avoir à OK, il faut que je prépare les enfants pour aller les déposer à la garderie, il faut que je passe par-ci, par-là, et puis ensuite revenir pour commencer mon travail et tout. Donc, ça peut aider pour que la routine soit moins stressante et moins comme, like, in a rush, comme trop mouvementée, disons, comme le matin et tout. Donc, honnêtement, c'est vraiment, personnellement, moi, je dirais que c'est plus comme du cas par cas. Donc, c'est vraiment de voir comment elle, personnellement, comment elle se sent quand elle est avec ses enfants comme toute la journée. Il y en a qui préfèrent mieux que les enfants soient en garderie pour une certaine partie de la journée, puis après ça, ils reviennent à la maison, comme ça les aide à accomplir plus de tâches. D'une autre part aussi, si on arrive à occuper les enfants, que ce soit avec des dessins, des bricolages, essayer de les aider à être plus créatifs, les aider à faire les devoirs un peu en même temps, je trouve que c'est une bonne idée aussi de rester en télétravail et de s'occuper de ses enfants en même temps, comme moi, personnellement, pas que je l'ai vécu personnellement, mais j'ai ma mère, j'ai mes tantes et tout qui le vivent en ce moment. Et moi, personnellement, de ce que je vois, je trouve que ça se manage quand même bien. Je ne dis pas que c'est parfait à tous les jours, que tout va comme sur des roulettes et tout, mais au final, pour ce qui est comme de son bien-être et tout, ça se fait bien. Je ne sais pas si parents voulaient rajouter de quoi ou bien. Moi, pour ma part, je trouve que parfois, le télétravail, ce qui est difficile, c'est de séparer la vie de travail et la vie personnelle. Donc, le fait d'avoir un endroit où est-ce que tu travailles puis un autre truc, ça permet d'équilibrer les choses. Parce que le fait d'être toujours à la maison, c'est parfois difficile. On ne peut pas trop changer d'environnement et tout. Et avec les enfants, moi, je pense que si tu es en télétravail et que l'enfant est à la garderie, c'est plus facile de gérer l'aspect je suis en train de travailler, après je suis à la maison. Mais si les enfants sont dans la maison, il faut vraiment travailler et s'occuper des enfants. Donc ça, c'est plus difficile et ça peut devenir plus stressant pour la personne. Et, et c'est là qu'il va y avoir des répercussions sur la santé mentale. D'accord. Alors, il y a une petite précision qu'elle dit. Elle dit dans le cas où les enfants sont à l'école. Parce que si les enfants sont à l'école, est-ce que le télétravail représente une solution? Parce que les enfants ne sont pas 100% à la maison. Ouais, ça, c'est si les enfants ne sont pas à la maison, ça peut être une. Si vous êtes capable de faire la distinction entre je suis en train de travailler les moments où vous travaillez, puis après, quand les enfants sont à la maison, vous êtes capable de gérer, je trouve que c'est une très bonne solution parce que vous n'avez pas à vous occuper de trouver un stationnement dans le centre-ville, de ne pas être en retard au travail et tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus flexible. Et le fait de travailler à la maison aussi, on se réveille peut-être 15 minutes avant de travailler, contrairement à se réveiller 2 heures pour faire le trajet et aller travailler. Donc, ça peut être plus bénéfique pour vous. Oui, Mais encore là, c'est plus du cas par cas. Ouais. OK.
La deuxième question, est-ce qu'une mauvaise santé mentale pourrait conduire à une maladie mentale? Oui, définitivement. C'est comme dans le continuum qu'on montrait tantôt. Vous aviez, par exemple, la partie où est-ce qu'on est plus, par exemple, blessé. C'est un continuum. Donc, si vous devenez de plus en plus blessé, irrité, anxieux, l'anxiété qui est supposée être dans la partie non maladie mentale, si elle devient chronique, ça tombe dans la catégorie maladie mentale. Donc, c'est plus à force d'être exposé à certaines choses que ça peut devenir ça. Mais encore là, c'est multifactoriel les causes de la maladie mentale. La question suivante, c'est est-ce que vous avez eu vent de plus de cas de santé mentale depuis le COVID? Est-ce qu'il y a eu plus de cas de santé mentale depuis le COVID? Il n'y a pas d'études qui sont sorties là-dessus, mais on pourrait s'attendre à ce que ce soit le cas à cause de l'isolement qu'on voit. Ouais. Okay. Mais vous n'avez pas eu d'expérience particulière par rapport à... Non, nous, Genre nous ou les gens qu'on connaît? Les gens que vous assistez par rapport à votre fondation? Ah, ok. Mais par rapport à moi, personnellement, et les gens que je connais, je sais qu'il y en a eu qui ont eu plus de down durant le confinement. C'est une période qui était plus difficile pour eux parce qu'ils avaient une routine et tout d'un coup, on fait rien. C'est quand tu es habitué de sortir de chez toi à 7 heures et de rentrer chez toi à 23 heures parce que tu es occupé toute la journée, c'est vraiment difficile au niveau mental et de s'occuper lorsque du jour au lendemain, tu n'as plus rien à faire. Exactement. Est-ce que vous avez des statistiques de maladies mentales chez les femmes? Y a-t-il une différence entre le taux chez les mamans et les femmes sans enfants, lié avec le stress et la responsabilité? Chez les femmes, ça dépend des types de maladies. Exemple, la dépression, elle serait statistiquement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Mais par exemple, les troubles de personnalité que chez les hommes que chez les femmes, les dépressions. Mais tu es en par train exemple, de me dire que les hommes dépriment plus que les femmes? Non, les femmes. Il y a plus... Ouais, c'est l'inverse. J'ai eu peur. On aurait plus de cas de dépression chez les femmes que chez les hommes. Ou bien encore les troubles alimentaires, ce serait plus présent chez les femmes. Mais les troubles de personnalité, on trouverait ça plus chez les hommes que chez les femmes, par exemple. Mais je ne pourrais pas vous dire les statistiques exactes, là, mais c'est à peu près. Et Alors, pour ce qui est des... Oui. Ouais. La deuxième partie de la question, c'était par rapport aux femmes et aux mamans et les femmes sans enfants. Ça, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. La santé mentale peut provoquer la violence conjugale est-ce que la santé mentale peut provoquer la violence conjugale et la violence sur les enfants? Si les problèmes de santé mentale peuvent causer la violence, bien, je ne sais pas comment expliquer ça là, mais oui, il peut y avoir une corrélation. Ce n'est pas ça à 100%, mais oui, comme les problèmes de santé mentale peuvent faire en sorte qu'une personne est plus violente que d'autres choses. Comme ça se peut que les personnes qui ont des problèmes d'alcool, les problèmes de drogue et tout, peuvent devenir plus violents. Les personnes qui ont des troubles de la personnalité, des personnes bipolaires, des personnes qui font une dépression comme grave, peuvent avoir des tendances plus violentes des fois. Mais encore là, c'est pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps comme une corrélation exacte, mais des fois, oui, ça peut jouer là-dessus. Une question en rapport avec la question du télétravail. On sait que le lieu de travail est aussi un lieu de socialisation, de construction de liens. La socialisation est une bonne chose pour notre santé mentale. Est-ce que finalement, le fait de faire le télétravail n'est pas un piège pour les femmes? Ben, si vous avez une vie sociale en dehors de votre horaire de travail, c'est bien parce que quand vous travaillez aussi dans un bureau, vous socialisez avec vos collègues, mais c'est pas plus que ça. Si vous avez des vidéoconférences avec vos collègues en télétravail aussi, c'est un peu socialisé. Je pense que c'est important de garder la partie socialisation en dehors des heures de travail, par exemple le soir ou durant le week-end. Dans ce cas-là, ça va être encore correct. Il est facile de tomber dans un cercle vicieux, surtout quand la personne est rendue à l'état de crise.
car elle peut se faire discriminer, ce qui peut la rendre encore plus colérique. Qu'est-ce que la personne doit faire dans ce cas? Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Oui, je dis, il est facile de tomber dans un cercle vicieux. Surtout quand la personne, c'est-à-dire la personne qui souffre de santé mentale, quand elle est rendue à l'état de crise, car elle peut se faire discriminer, ce qui peut la rendre encore plus colérique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, qu'est-ce que je fais lorsque je me retrouve dans une personne qui a un problème de santé mentale, peut-être qu'il ne réalise pas, qui est dans ce cercle vicieux-là, et qui, lorsque tu veux essayer de l'approcher, est encore plus colérique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il y a des ressources que les gens peuvent aller utiliser. Ces gens-là sont plus équipés, plus aptes à aider la personne qui est colérique. Je pense que la personne, elle doit, quand elle sait qu'elle n'est plus capable d'aider la personne, aller chercher des ressources qui, eux, sont disposés à aider la personne. Est-ce que tu Par as quelque chose à ajouter, exemple, Annette? exemple de ressources? Tu veux y aller, pardon? Vas-y. Non, mais c'est ça, ça dépend comme, de quoi la personne elle a besoin, mais en général, comme les ressources qu'on peut avoir comme sur le champ, des fois, c'est peut-être dans les centres communautaires qui offrent comme des sessions comme gratuites, comme ça se peut que ce soit les CLSC, des fois Info Santé. Il y a aussi, mais ça dépend comme où exactement le problème comme fait surgit en fait. Donc, si c'est à l'école, sur le milieu du travail, on peut chercher les ressources là-dedans parce que quand on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la personne est là comme problème, c'est toujours mieux d'aller vers un intervenant en premier. Donc, dans les cas comme dans les cas comme celui-ci, pardon, comme les CLSC, les centres communautaires et tout, on peut commencer par là. Puis par après, comme les personnes comme professionnelles vont pouvoir apposer un diagnostic et ensuite lui fournir un problème professionnel. OK. Il y a une question maintenant, je pense que ça s'adresse à vous particulièrement, c'est vous êtes très jeune ou vous semblez très jeune. Pourquoi avoir choisi aussi jeune de vous occuper de la santé mentale? Y a-t-il une raison particulière ou peut-être personnelle qui vous y a poussé? Hein, maintenant, on veut savoir pourquoi vous vous occupez de santé mentale. C'est pas un sujet pour les jeunes femmes. Les gens dans notre communauté, la communauté noire, la santé mentale, c'est quelque chose de très stigmatisant, quelque chose de très stigmatisé. Parfois, on peut parler de on a une dépression ou genre on se sent dépressif, on me dit t'es juste fatigué ou t'es juste lazy, comme on dirait ça en français, paresseux. Et il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui avaient vraiment des sérieux problèmes de santé mentale et leurs parents, ils avaient encore ces préjugés que ce sont des démons, des choses qui sont possédées, par exemple, qui font en sorte qu'ils n'ont pas reçu l'aide qui pouvaient avoir. Et on a des amis aussi qui, par exemple, avaient des problèmes de santé mentale, mais ils ne savaient pas c'était quoi. Puis nous, on cherchait vraiment à vouloir éduquer ces gens-là et leur donner des ressources quand leurs proches, par exemple, ils ne pouvaient pas les aider. J'espère que ça répond à la question. Ernest, si tu veux compléter. Pardon? Si tu veux compléter. Ah, oui, non, c'est ça. Donc, pour faire suite à Fama, donc c'est vraiment ça. De prime abord, c'est le fait que c'est un sujet qui est extrêmement tabou dans notre communauté. Puis aussi, c'est le fait que, personnellement, pour moi, dans mon entourage, c'est difficile d'aller comme vers des adultes comme nos parents, des oncles ou des tantes, ou même des fois des cousins pour parler comme de nos problèmes parce que des fois, ils comprennent juste pas. Comme moi, j'ai déjà eu des conversations avec des personnes de mon âge où, tu sais, j'allais expliquer peut-être dans une période où j'éprouvais de l'anxiété ou whatever. Puis, comme, ils me parlaient comment, comme dans leur pays à eux, comme, tu sais, ça n'existe pas. Comme la dépression, les troubles d'anxiété généralisés, ça n'existe pas. C'est juste comme, tu fais ce que tu as à faire et puis c'est tout. Comme si c'était un moment où tu es comme down, ben, just deal with it, tu comprends? Ça, c'est comme, c'est des petites remarques comme ça aussi qui nous ont plus encouragés à vouloir comme partir notre page, puis faire comprendre aux gens que c'est normal d'éprouver comme de la dépression. C'est normal qu'on puisse être anxieux par certains moments et c'est correct d'aller chercher de l'aide et ça ne fait pas de toi une personne qui est faible ou d'une personne qui est incompétente ou quoi que ce soit ou que ça t'empêche de pouvoir faire d'accomplir des tâches d'une aussi grande importance en fait. Donc, pour en revenir au début, c'est vraiment comme de déstigmatiser le sujet par rapport à ça, donc le tabou par rapport à ça. Et en même temps,
c'est d'offrir comme une porte d'entrée aux personnes qui peut-être sont gênées ou qui ne savent pas où aller chercher de l'aide et tout. C'est vraiment comme être un peu comme un peu leur guideline, je peux dire, comme leur accompagnatrice comme dans ce processus-là. OK. On a une participante qui partage des informations super intéressantes sur les ressources qu'on peut utiliser lorsqu'on a pas des problèmes de santé mentale, mais lorsqu'on est confronté à ce genre de problème. Donc, elle a parlé de Allô, j'écoute avec le numéro. J'ai mis les différents numéros là. Donc, il y a Allô, j'écoute. Il y a la ligne d'assistance en santé mentale. Il y a l'équipe mobile de crise en santé mentale. Et il y a aussi le centre de détresse d'Ottawa. Donc, les numéros sont là. Vous pouvez les récupérer. Et je vais les mettre aussi dans le mail après la rencontre pour que tout le monde puisse savoir ça. Donc, merci beaucoup, Christelle, de nous avoir partagé cela. On a aussi des ressources qu'on avait faites qu'on peut vous envoyer, que c'est des lignes plus axées pour les gens de Montréal, mais aussi des lignes comme ça que je peux t'envoyer aussi pour que les gens puissent regarder et ajouter ça à leur liste de ressources. J'aimerais bien, parce que du moment où on est plus en ligne qu'autre chose, je pense que quel que soit l'endroit, les ressources pourraient être vraiment utiles pour tout le monde. Oui, parfait. Il y a une autre question. Y a-t-il des expériences pertinentes auxquelles vous avez fait face dans le milieu estudiantin et comment avez-vous géré? Dans le milieu quoi? Le milieu quoi? Dans le milieu d'étudiants. Dans votre milieu, est-ce qu'il y a eu des expériences pertinentes, difficiles auxquelles vous avez fait face et comment vous avez géré ça? On voudrait juste une par personne, une expérience par personne. Une pour Fama, une pour nous. C'est vraiment choquant là. Parce que je pose la question pourquoi? Parce que on est avec, on est tous des immigrants ou immigrantes. On a des enfants qui sont soit en bas âge, soit des adolescents ou des enfants à l'université. Et une maman ou un papa pourrait passer à côté de quelque chose de vraiment important. Il y a peut-être des aspects de nos enfants que nous ne voyons pas et auxquels il faudrait qu'on fasse plus attention. Donc, la première question, c'est que vous partagez avec nous une expérience vraiment pertinente chacune et ensuite que vous puissiez dire aux parents, en tant que parents ou en tant que juste personne en relation avec d'autres personnes, à quoi doit-on faire attention? OK. All right. Fama, tu veux que je commence? Tu veux commencer? Oui, tu peux y aller. C'est bon. Donc, pour faire vraiment court pour moi, j'ai eu une période où j'ai vraiment fait comme une période d'anxiété comme assez intense, là, je pourrais dire. Puis, comme ça avait vraiment comme chamboulé au niveau des études, au niveau du travail. Comme ça a chamboulé sur vraiment tous les aspects, comme dans ma vie en général. Donc, ce qui arrivait pendant un moment, c'est que peu importe comment j'allais étudier, peu importe comment j'allais travailler fort et tout, rendu devant une feuille d'examen, rendu devant un quiz, like, I would just blank out. Comme, c'était littéralement comme, j'allais vraiment comme, même si je comprenais comme le sujet que j'avais étudié, même si je comprenais super bien ce que je devais faire et tout, quand c'était le moment de venir à performer dans un examen, j'étais juste pas capable. Puis comme, au début, quand j'ai essayé d'aller chercher de l'aide, comme la plupart des personnes qui allaient me regarder ou comme qui allaient tenter de m'aider, ils pensaient que c'était plus comme un peu comme un manque de préparation en tant que tel. Mais quand j'en ai discuté comme avec un professionnel par rapport à ça, mais ça en est venu que c'était vraiment plus comme je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'était vraiment plus comme une période comme d'anxiété. Comme, pour moi, c'était vraiment comme des périodes plutôt qu'un stress comme généralisé, je pourrais dire, mais c'était vraiment comme dans les moments où comme je me trouvais comme comme que j'étais trop anxieuse en fait. J'avais de la misère à performer, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit comme pour faire du sport et tout. Puis au final, ce que ça avait fait, bien, ça venait comme m'affecter comme personnellement. So, tu sais, j'étais comme, OK, ben, je suis pas capable de performer à l'école. Donc là, ça vient comme, disons, baisser mon moral. C'est comme, si j'allais au travail, ben, j'étais comme, c'est à quoi ça sert et tout. Puis quand il s'agissait comme des moments comme dans ma vie personnelle ou whatever, bien comme, j'avais plus vraiment envie de sortir ou bien de faire quoi que ce soit. En fait, j'étais vraiment comme dans une phase où j'étais vraiment genre, like, you know, I don't really want to talk about it. I don't really want to do anything about it. So, c'est vraiment comme, je sais pas, c'est difficile à cerner parce que j'en parlais pas comme avec les gens de mon entourage, mais comme, tu sais, si, je sais pas comment expliquer ça, comme dans la vie de tous les jours, comme si tu me regardais aller et tout, c'est comme ça va bien, mais comme si tu prends la peine de comme, me voir aller ou bien me poser des questions et tout, tu vas peut-être remarquer que oui, il y a un problème. Donc, ouais. Je sais pas si c'est clair, ça fait du sens là? Ça fait du sens. Merci pour le partage. Thomas?
OK, pour ma part, c'est ce que je donnerais comme conseil aux parents, c'est vraiment d'être attentif aux détails de votre enfant, de sa routine, de comment il va, et d'être disponible quand ils ont des problèmes ou quand ils ont besoin de vous. Moi, par exemple, mon expérience au niveau scolaire, c'est l'anxiété de performance. Je vais avoir étudié pour un examen et là, j'arrive, je suis prête, mais vu que je ne maîtrise pas sur le bout des doigts parfaitement la matière, c'est là où est-ce que ça va commencer à bouger un peu ici. Je vais être vraiment plus anxieuse et je vais avoir des crises d'anxiété, par exemple, où est-ce que je vais être en train de pleurer, je vais pas avoir la difficulté à respirer. Mais dans ces moments-là, j'appelle ma mère, puis elle est disponible pour me, me calmer et m'écouter et me dire que ça va bien aller. Donc, je crois que c'est vraiment important pour un parent d'être disponible pour son enfant et d'être là pour le rassurer quand ça va plus difficile au niveau des études. Puis lui rappeler aussi que même si tu connais tout, c'est correct. C'est correct si tu connais pas tout aussi, puis que ça va aller. Je pense que c'est vraiment ça qu'un parent doit faire pour la santé mentale de son enfant. Ouais, c'est vraiment important. Comme Fama l'a souligné, c'est vraiment important, parents, d'écouter. Puis je sais aussi que surtout comme dans les familles comme d'immigrants, comme la performance scolaire, c'est extrêmement important. C'est une valeur qui est très prônée aussi. Donc, des fois, quand on a des attentes quand même élevées par rapport à ses enfants, oui, c'est bien, comme c'est vraiment important de le faire parce qu'au contraire, ça donne aussi ça donne comme un boost aussi à l'enfant pour pouvoir comme mieux performer, puis lui donner comme des objectifs et tout. Mais des fois, comme, il faut comprendre aussi que comme c'est quand ton enfant en a assez, il est comme qu'il n'est pas capable de toujours tout gérer en même temps, que c'est correct qu'il y ait un moment de comme breakdown, puis qu'il y a un moment que comme il n'est pas capable de tout gérer, puis d'être à l'écoute au lieu d'être genre oh mais c'est parce que tu restes trop souvent sur ton téléphone ou tu dors trop ou bien tu n'étudies pas assez fort. C'est vraiment juste comme d'être encourageant en fait. C'est vraiment ça l'important, d'être à l'écoute et d'être encourageant. Donc, si je résume, pour toutes les personnes qui ont des enfants, je pense que ça vaut pour tous les âges, hein, les tout petits enfants, les adolescents ou les grands, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute de ses enfants et être à l'écoute de leur environnement et aussi participer à leur environnement, n'est-ce pas? Oui, Ouais. exactement. Complètement. Ouais. Parfait. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a au sein des universités assez de ressources à la disposition des étudiants qui font face à des problèmes de santé mentale ou de maladie mentale? Bien. Moi, je crois. Vas-y. Non, vas-y, pardon. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de ressources, mais le problème, c'est que les étudiants ne le savent pas. Genre, il y a beaucoup de publicités qui se font sur le truc, mais un étudiant ne va pas aller lui-même faire ses recherches pour voir, ah, j'ai tout ça à ma disposition. Pour les universités, il y a vraiment beaucoup de ressources. Il y a des séances gratuites qui sont offertes genre des séances qui sont gratuites ou qui sont à un intérêt vraiment réduit, mais les étudiants ne prennent pas le temps ou bien ils ne prennent pas l'initiative d'aller regarder ces ressources-là. Mais sinon aussi, le problème qu'il peut y avoir dans certaines universités, c'est le temps d'attente pour consulter, par exemple, un psychologue. Ça peut avoir un temps qui peut durer jusqu'à 3 mois, mais toi, tu en as besoin tout de suite right now. Oui, parfois, dans certaines universités, ça peut aller jusqu'à là. Ça, c'est comparativement au système de santé normal que ça peut aller jusqu'à 3 ans. Ouais. Donc, ça dépend un peu. Si tu es en situation de détresse, je pense qu'il y a comme on a dit, les ressources, les lignes téléphoniques qui aident directement pour les crises en ce moment. Mais si tu veux aller à ton université, ça peut être parfois difficile. Mais je crois que les ressources sont là, même si parfois ça peut être long. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça ce que je pense. Et toi, Ernest? Oui, non, c'est ça, j'allais dire aussi, il y en a. C'est vraiment juste d'aller chercher. Puis des fois, comme ce qu'on connaît plus peut-être en tant qu'étudiant, c'est vraiment comme counseling services, des fois que ça s'appelle comme dans les universités, sur le centre de psychologie, tout ça, mais comme il y a aussi des lignes comme d'aide, comme juste par téléphone où on n'a pas besoin de voir quelqu'un, où on n'a pas besoin de placer un rendez-vous, whatever, tu peux vraiment juste comme appeler. Puis depuis que tu es un étudiant de l'université, ils vont pouvoir t'aider. Puis en ce moment, surtout à cause de la pandémie, il y a encore plus de ressources en fait qui ont été ajoutées par les universités en plus des ressources qui sont déjà là à la base. Donc c'est vraiment juste d'aller comme sur le site web de l'université, littéralement comme taper le nom de l'université sur Google, puis psychological services ou crisis, like health crisis, puis des trucs comme ça. Puis ça va vraiment vous donner comme les numéros à appeler si jamais il y a vraiment une urgence importante, comme si vraiment la première étape c'est de faire le 911, mais si jamais ça peut attendre, il y a quand même plusieurs lignes et tout.
Puis, c'est ça, mais des fois, comme le seul petit hic, des fois, c'est vraiment comme de se magasiner un thérapeute ou magasiner un psychologue. Des fois, c'est difficile de peut-être se confier à un certain type de personne et tout. Ça, des fois, ça peut être un peu difficile. Donc, là où ça devient un peu plus challenging, je pourrais dire, c'est vraiment de trouver la bonne personne à qui se confier. Parce qu'on s'entend, c'est quand même une personne inconnue, quoi, c'est un psychologue et tout, mais des fois, ça peut être un peu plus difficile sur ce niveau-là, mais il y a les ressources, puis il y a assez de moyens, en fait, de pouvoir rejoindre des personnes. Puis, on a aussi sur le milieu du travail, je sais qu'on n'a pas vraiment abordé, mais il y a plusieurs travails, souvent, si vous avez des assurances, whatever, comme ils offrent des ressources psychologiques, en fait, sur le lieu du travail ou sinon par téléphone. Mais à ces moments-là, il faut vraiment demander à son employeur parce que ça dépend, encore une fois, ça dépend de chaque employeur. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner aux étudiants pour maintenir une bonne santé mentale au cours de leurs études? Je pense que Karine, tu n'aimeras pas la réponse que je donnerais, mais ce serait faire du sport. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de vrai. Ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Après une longue journée, faire de la course, faire de la natation ou genre jouer à un sport, ça aide beaucoup à libérer tout ce que la pression qu'on vit au niveau des études. Mais sinon, ce serait de s'organiser. Genre, planifier ton horaire d'études, ton horaire de prise de notes, ton horaire de ci et de ça. Je trouve que l'organisation, c'est la meilleure façon d'enlever le stress et stick to ton plan d'organisation, c'est la meilleure façon de... Puis pas trop s'en mettre sur les épaules aussi, parce que des fois, comme tu peux avoir une amie ou bien un autre camarade dans ton cours qui performe super bien en faisant comme 5-6 cours par session, puis aucun problème, mais toi, t'en fais 4, puis you're literally like struggling doing it. So, c'est aussi de reconnaître ses propres limites, puis puis de faire avec ce qu'on a en fait. Donc, si toi, tu n'arrives pas à performer peut-être de la même manière qu'une autre personne sur le même niveau du nombre de cours ou bien nombre d'heures au travail, it's okay. Comme tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en compétition avec toi-même. Donc, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Comme oui, c'est vrai, il y a la question du GPA, il y a la question de peut-être les rewards et tout ça. Comme, c'est vrai, c'est toujours bien d'être reconnu pour son travail, mais le plus important, honnêtement, c'est toujours de vraiment s'assurer qu'on est quand même qu'on a un bon équilibre mental. Parce que sinon, comme, si ça s'est chamboulé, pour de vrai, comme, pour l'avoir vécu, comme ça prend vraiment beaucoup de temps de remonter la pente, puis de revenir comme un état comme qui est stable, puis de dire que comme, oui, je peux continuer comme à avancer de l'avant. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment de trouver un équilibre, en fait. Donc, comme Kamal a dit, c'est vraiment comme, si tu arrives à bouger, faire du sport, ça fait vraiment du bien. C'est vrai que comme, dans une grosse journée où on a fait 10-12 heures d'études, c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Comme si tu t'y mets là, tu restes organisé et tout. Je ne dis pas que ça va te donner la formule parfaite, mais ça va t'aider à te sentir mieux pour pas faire comme un burn-out 10 ans après un an et demi d'études. OK. Donc là, il y a un apport, ce n'est pas une question, c'est les étudiants ne cherchent souvent pas parce qu'ils ne sont pas sensibilisés ou ils ne sont pas conscients du problème, surtout dans les communautés immigrantes, comme vous l'avez mentionné. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'initiatives comme le vôtre. Donc, bravo à vous. Merci. Et c'est valable aussi pour les étudiants internationaux. Alors, il y a une dernière question avant qu'on arrête. Ce qu'a fait rencontre, c'est, dans certaines cultures, parler de la santé mentale est un tabou. Comment la personne souffrante peut surmonter cela? En Afrique, là, moi, comme là, je suis chez moi, je ne parle pas et que je n'ai pas envie de parler. Si je dis je ne vais pas bien, on me dit va dormir, va prendre le paracétamol et puis tu iras mieux. Alors que peut-être que j'ai un problème. Comment est-ce que, en prenant compte de nos cultures, on peut prendre soin de sa santé mentale? Bien, moi, je peux y aller comme sur un point de vue plus personnel. Comme si jamais comme tu as des parents ou de la famille qui sont moins réceptifs par rapport à ces problèmes-là, qui sont moins conscients des problèmes des troubles de santé mentaux, faut pas se sentir trop mal par rapport à ça, parce que ça, c'est la mentalité dans laquelle ils ont grandi et tout. Puis ça peut être difficile pour eux de reconnaître ce genre de problème-là. Donc, dans des moments comme ça, c'est important pour soi de reconnaître qu'on a peut-être un problème, qu'on a besoin de demander de l'aide. Ensuite, c'est de trouver une personne à qui est-ce qu'on peut parler. Donc, ça, c'est une étape qui est vraiment difficile. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment difficile de le faire pour moi-même. Donc, honnêtement, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de quel problème que tu as. C'est sûr que si tu as une maladie mentale en tant que telle qui demande de l'attention comme médicale, you need to seek the help for yourself. And
for the safety of others. Mais si jamais c'est vraiment une situation où tu sens que tu as vraiment juste besoin de parler, des fois, ça peut être juste une amie ou un ami avec qui tu te sens bien, que tu sens à l'aise de discuter, puis tu peux faire ça. Si jamais tu n'es pas à l'aise de discuter tes problèmes avec peut-être des personnes de ton entourage, encore une fois, tu peux toujours comme aller chercher comme d'autres ressources, que ce soit par téléphone, que ce soit par personne, que ce soit par vidéoconférence. On peut essayer ça. Si jamais c'est vraiment trop difficile, encore une fois, de les mettre comme d'en discuter, de tout simplement en parler, ça fait toujours du bien de l'écrire. Comme d'écrire qu'est-ce qu'on ressent, puis d'écrire comme pourquoi ça va pas bien et tout. Comme ça peut aider à comme se recentrer un peu sur son problème. Puis ensuite, d'écrire aussi sur papier comme les solutions qu'on va essayer d'apporter par rapport à ça. Ça peut aussi aider d'avancer de l'avant. Mais encore là, c'est vraiment du cas par cas. Mais comme le meilleur conseil que j'ai, c'est vraiment like seek out for the help that you need. Et que ce soit comme de professionnels, que ce soit de la part d'un ami, d'un proche, ou que ce soit comme tout simplement, encore une fois, en écrivant sur le papier et tout. C'est juste une question de t'aider à te sentir bien. Mais à un moment ou à un autre, il faut trouver le moment au moins, que ce soit juste une seule fois dans toute ta vie, comme juste de trouver le moment d'en parler and to get it out of your chest. Comme ça va faire du bien quand même. C'est vraiment juste de trouver comme la bonne personne. Ouais. Merci beaucoup, Ernest. Donc, pour résumer, notre café rencontre a été vraiment instructif. On a parlé des causes de la santé mentale. On a fait la différence avec la maladie mentale. On a parlé ensuite des tips pour pouvoir prendre soin de sa santé mentale au niveau émotionnel, au niveau physique. Et après, on est passé aux questions-réponses. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a eu tellement de réponses sur c'est quoi la santé mentale et tout. Toutes ces questions-là, toutes les réponses, je vais les mettre dans un blog. Je vais récupérer ce que vous allez m'envoyer aussi. Je vais pouvoir le partager avec tout le monde. Le challenge, 2 semaines, où il faut respirer, faire du sport, être créatif. On va essayer de pousser à ça pour voir ce que ça va donner. Je ne vous ferai pas les résultats, ne vous en faites pas. Et pour finir, juste un mot par rapport à la dernière question. Ça me fait penser que, juste pour un rappel, à la FIO, on s'occupe aussi du soutien psychosocial. On a une intervenante sociale qui est géniale. Elle fait un travail extraordinaire pour accompagner les femmes. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, je pense que le meilleur numéro serait d'appeler la FIO. Appelez la FIO, prenez rendez-vous avec elle, elle va pouvoir vous écouter. Et l'autre chose que j'ai trouvé géniale, c'est ce que tu as dit, Ernest. Parce que parfois, on n'a même pas le courage de se confier à quelqu'un. Et là, écrire serait, je pense, idéal. Je pense qu'il y a des auteurs qui ont finalement eu des best-sellers comme ça, en écrivant leur propre histoire. Parce que tellement de femmes se reconnaissent pas dedans. Donc, oui pour écrire, oui pour en parler, lorsqu'on a quelqu'un à côté. Oui pour trouver d'autres personnes, lorsqu'on n'a personne dans sa famille à côté et les ressources qu'on a sont disponibles. Donc, merci encore, Tamar. Merci, Annie, pour être restée avec nous. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toutes les participantes qui sont restées avec nous aujourd'hui, qui sont restées jusqu'à la fin. Moi, ça me booste de vous voir autant chaque vendredi et chaque jeudi. Donc, encore une fois, merci. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de café rencontre, il y aura notre assemblée générale le jeudi. J'espère que vous serez nombreuses. Et le prochain café rencontre sera avec le suivant. Donc, merci à tout le monde. Merci. Bye. Bye. Share. Donc, c'est bon, j'ai arrêté le Facebook live, donc on n'est plus en direct. Comment vous avez trouvé? C'était bien? Oui, c'était super bien. Les gens ont participé interactivement. C'était vraiment bien. Oui. C'est vraiment bien. Merci beaucoup. Puis c'est une belle expérience. Ouais. Je vais faire le message de merci. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que ça les aider. Ouais. Je pense que ça a beaucoup aidé. Je vais commencer à faire du sport. C'est compliqué. Il faut commencer juste quelque part. Je vais commencer. Petit à petit, je vais commencer. Regarde le plat, puis je demande mes jambes, là, je fais comme ça. Ça, c'est quelque chose. C'est déjà quelque chose. C'est déjà ça. Mais merci encore à vous. Merci. Je vais te connecter. Oui. On reste en contact. Oui. Allez, bye.